Bonjour à tous, je vais vous présenter le chapitre 1 de microéconomie du premier semestre, les lois de l'offre et l'univers de la production. Donc grand 1, structure des droits et propriétés de la théorie de la firme. Donc la firme capitalistique, elle se décompose en capitalisme et firme. Le capitalisme déjà c'est quoi? De par sa définition, c'est un système économique et politique caractérisé par la liberté d'échange et la prédominance des capitaux privés. Une firme, c'est une entreprise qui est commerciale ou industrielle. Donc on a deux théoriciens, Alkian et Demsetz, il faut connaître leur nom, qui théorisent de pourquoi est-ce que la firme capitalistique est le modèle de firme le plus répandu. Spoiler, c'est le modèle le plus efficace. Donc, la firme capitalistique est très répandue parce qu'on a ce qu'on appelle les avantages du collectif. On a déjà une économie des ressources, un gain de temps. Ensuite, on a des avantages comparatifs qui permettent la spécialisation. Vous prenez un groupe de 5 personnes qui doivent faire un exposé, il y a une personne qui va être très fort en recherche documentaire, une personne qui va être très fort en passage à l'oral, une personne qui va être très fort en PowerPoint, etc. Chacun va pouvoir se spécialiser dans une catégorie, alors que si j'étais tout seul, je devrais faire les 5 catégories à moi tout seul, et ce serait bien moins productif, ça va de soi. La troisième chose, c'est la synergie. La synergie, c'est le genre de choses qu'on entend souvent dans les GAFAM, exemple Google, Facebook, Amazon. C'est un concept assez abstrait qui favorise la non-hiérarchie et qui favorise la communication. Cependant, le collectif c'est bien, travailler en groupe c'est bien, mais il y a un inconvénient majeur qui est le freeriding ou en bon français, le passager clandestin. Qu'est-ce que c'est? On l'a tous vu, nous, dans nos travaux de groupe, que ce soit à l'ESSEC ou au lycée. Quand vous travaillez, il y a toujours quelqu'un qui en branle pas une. Et globalement, c'est très problématique parce que ça diminue la productivité de tout le monde. Mais c'est aussi, d'un autre côté, un aléa moral parce que moi, je me dis, ok, si je bosse pas, de toute manière, mes 4 autres collègues, ils bosseront à ma place. Sauf que le problème, c'est que si moi, je me dis ça, les 4 autres vont me dire ça, vont se dire ça, et en fait, personne ne va bosser, et du coup, le groupe ne va pas avancer tout simplement. Donc, Alkan et Demsetz ont théorisé une solution contre le freeriding qui est le moniteur. Alors le moniteur c'est quoi? C'est une personne qui va être en charge de dire toi travaille, toi fais ça, et de surveiller, en fait d'être un peu la personne qui va monitorer, comme son nom l'indique, l'ensemble du groupe. Cependant, qu'est-ce qui nous empêche de se dire le moniteur il va pas freerider? Parce que en soi tu peux être moniteur et toi-même freerider. Et bien on va donner un avantage particulier au moniteur qui est celui du créancier résiduel. Le créancier résiduel c'est quoi? C'est celui qui va directement toucher de sa poche les bénéfices. Mettons, je suis moniteur dans une entreprise, enfin dans un groupe de travail. Plus mon groupe de travail est productif, plus il va faire de bénéfices. Plus il fait de bénéfices, plus je gagne. On va dire que moi en tant que moniteur, mon salaire, c'est aussi celui de mon groupe. C'est-à-dire que si jamais moi j'ai une partie de mon bénéfice, une partie de l'argent que j'ai, que je dois reverser à mes salariés coûte que coûte, parce que je dois les payer. Sauf que si mes salariés ne sont pas assez productifs, ils ne vont pas faire assez de bénéfices. S'ils ne font pas assez de bénéfices, tout l'argent que j'ai, je leur donne en salaire, et moi, je me toucherai dans ma poche. Et du coup, plus mes salariés sont productifs, plus ils font de bénéfices, plus je gagne d'argent. Donc forcément, je suis invité à faire en sorte que la productivité de mon équipe soit maximisée. Donc, le syndrome du moniteur qui pourrait freerider est annulé parce que forcément, toute personne a envie de toucher le plus de bénéfices possible. On peut aussi dire que dans la réalité, on pourrait penser que tout le monde voudrait être le moniteur, sauf que non. Dans les faits, personne n'a réellement envie d'être le moniteur parce que c'est aussi beaucoup de risques. Mettons, mon groupe de travail décide de ne pas travailler, et moi personnellement je vais quand même devoir les payer, ou en tout cas devoir les licencier, mais je ne vais rien toucher. Donc au-delà d'être un poste qui permet de toucher plus de bénéfices, le rôle du moniteur est aussi très risqué parce qu'il peut engendrer de grosses pertes. Pour maximiser cette efficacité, notamment du moniteur, il faut 3 attributs essentiels qui sont à connaître. Le premier, c'est l'exclusivité. Donc le moniteur, le créancier résiduel, doit absolument être seul. Parce que sinon, ça ne maximise pas du tout l'efficacité de ce moniteur. Parce que, mettons, moi je suis moniteur, mais si on est dans un groupe de 10 personnes et qu'il y a 2 autres moniteurs avec moi, je vais pouvoir freerider en me disant si moi je ne fais pas mon travail, les autres moniteurs feront leur travail. Le deuxième attribut, c'est
la transférabilité des droits. Mettons, moi je monte une entreprise, je suis content, je vais gagner mes bénéfices vont être en fonction de la productivité de mon équipe. Cependant, si je ne peux pas un jour vendre mon entreprise, globalement l'intérêt il est où? Il est moindre. Donc, c'est un attribut essentiel à l'efficacité. Donc la troisième notion d'efficacité, c'est le contrôle résiduel ou l'incomplétude des contrats. Donc cette notion, elle est développée par deux économistes, Migler et Ribert. Donc ce contrôle résiduel, c'est quoi? C'est la capacité du moniteur ou du créancier résiduel à pouvoir modifier les contrats sur le temps. Un exemple tout bête, c'est je suis créancier résiduel ou moniteur dans un restaurant. Ce jour, il y a énormément de monde de 14h à 14h30. Du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à mes salariés, écoutez, vous continuez à travailler de 14h à 14h30, même si vous avez mis normalement en pause, et vous prendrez votre pause après, parce que là, il y a des clients, il faut les servir, il faut être productif maintenant. Sans cette capacité d'avoir un peu cette zone de flou dans les contrats, on perdrait énormément en efficacité. Donc maintenant qu'on a vu la firme capitalistique, on va voir qu'il existe aussi des alternatives à cette firme capitalistique. La première alternative, c'est l'entreprise publique. L'entreprise publique, c'est l'entreprise de l'État, la SNCF auparavant, par exemple. L'entreprise publique, elle a différents problèmes. Déjà, la non-transférabilité des droits. Un exemple, c'est moi, je suis nettoyeur en haut de la Tour Eiffel. Si jamais je ne me donne pas à 100% de ma productivité, ça ne va pas influer mon serveur, puisque de toute manière, celui qui me paye, ça ne va pas influer mon salaire, parce que de toute manière, celui qui me paye, c'est l'État. Ensuite, notre problème, c'est que la firme capitalistique n'a pas de moniteur à proprement parler. C'est-à-dire que tout le monde va toucher un salaire fixe payé par l'État, donc personne ne va être incité à maximiser sa productivité, puisque moi, de toute manière, je toucherai systématiquement le même salaire. Et ensuite, on a une question d'effort de surveillance du gestionnaire public. On ne peut pas vérifier le taux d'effort réalisé par le fonctionnaire, car il n'y a pas de variation de perte ou de gain. En conclusion, l'entreprise publique survivra systématiquement parce que c'est l'État, et que l'État ne peut pas mourir. En revanche, si jamais elle était dans un environnement de firme capitalistique, elle mettrait directement la clé sous la porte. Maintenant qu'on a parlé de la firme capitalistique, de la firme publique, je vais parler de la firme mutualiste ou de la firme autogérée. La firme mutualiste ou la firme autogérée, ce sont des firmes qui appartiennent aux salariés ou aux clients de l'entreprise. Mettons le Crédit Mutuel, qui est une banque, appartient directement à ses clients, ou alors l'IP, anciennement, parce que plus maintenant, mais avant, l'IP, la marque de montre française, appartenait à ses salariés. Donc on a un vrai problème. Quels sont les problèmes dans cette firme autogérée ou mutualiste? C'est le problème de free riding ou le problème d'investissement. Évidemment, les actionnaires de l'entreprise, qui sont directement les salariés, par exemple, ou les clients, qu'est-ce qu'ils vont décider? De faire des bénéfices. Moi, par exemple, si on est 5 salariés dans une entreprise et qu'on possède tous l'entreprise, moi, je ne vais pas avoir envie d'investir en recherche et développement ou consort dans l'entreprise parce que je vais vouloir me payer d'abord. Ça paraît logique. Donc forcément, à force, les concurrents qui ne sont pas, eux, en firme autogérée ou mutualiste, vont finir par investir beaucoup plus que les firmes mutualistes. Et nous qui allons avoir envie de se payer d'abord, vont faire que l'entreprise finira forcément par s'écrouler à un moment ou à un autre. Donc maintenant, on va parler du fonctionnement de l'entreprise privée. Alors, d'abord, la définition de la production. La production, c'est quoi? C'est l'offre de biens et de services. Donc, on a déjà le profit, qui est symbolisé systématiquement par la lettre I. Le profit, c'est les gains et avantages financiers que l'on retire d'une activité, qu'elle soit en biens ou en service. Donc le profit, il va être égal à quoi? Logiquement, RT moins CT, les recettes totales moins les coûts totaux. Les profits, ils dépendent avant tout de 3 choses. 1, la structure de la demande. Comment est-ce que la demande est organisée? Est-ce qu'elle est complète, incomplète ou non? Le degré de concurrence. À ce moment-là, on peut souvent parler de monopole, oligopole, concurrence pure et parfaite qu'on développera plus tard. Ou alors,
Par exemple, si on lance un nouveau produit sur un marché qui est inexistant, mettons au moment où les casques VR ont été inventés, on parle alors d'océan bleu. Un océan bleu, c'est quand on rentre sur un marché qui est vierge. Quand on rentre dans un marché qui a plein de concurrents, on parle d'océan rouge. Le troisième facteur, ça va être évidemment la structure des coûts. Mettons là actuellement avec la guerre en Ukraine, le prix des céréales augmente, la structure des coûts augmente. Dans le modèle de la firme privée, on va avoir ce qu'on appelle les facteurs des coûts. Les facteurs des coûts, il y en a deux. L et K. L, qui veut dire labor en anglais, qui est les employés, toute la main-d'œuvre, et K, le capital, donc les investissements, les bureaux et les locaux. Par exemple, si on prend l'ESSEC en exemple, l'ESSEC, un amphi, le PA, ça c'est le capital, les profs, le service technique, c'est L. Donc, on a une notion qui est la productivité des facteurs de production. Cette productivité des facteurs de production, on peut l'influer, la faire changer en investissant directement dedans. Par exemple, mettons, nous on veut avoir un cas plus productif, on va investir dans des nouveaux locaux, on va investir dans des nouvelles machines plus productives. Par exemple, je suis boulanger, j'ai une machine à pain qui ne marche pas très bien, je vais investir dans une nouvelle machine. À ce moment-là, je vais avoir une nouvelle machine de pain qui va aller plus vite, je vais être plus productif. Et pareil pour le L, on peut aussi investir dans la productivité pour du L, on peut investir dans des formations pour les employés qu'on a. On peut aussi embaucher tout simplement des employés plus qualifiés qui ont un plus gros bagage d'études. Les facteurs K et les facteurs L sont dits complémentaires mais aussi substituables. Mettons par exemple, je suis dans une boulangerie et j'ai plein de machines. Je vais pouvoir, et mes machines ne me suffisent pas, je vais pouvoir rajouter des salariés du facteur L pour pouvoir venir compléter. Mais les facteurs sont aussi dits substituables. Mettons, je suis dans une usine de production, je vise des boulons. Demain, on me vire pour mettre des machines à ma place. On a substitué du facteur L pour mettre du facteur K. Il y a aussi une notion de court terme et de long terme à prendre en compte dans la productivité des facteurs. Mettons, moi je suis à l'ESSEC, je suis dirigeant de l'ESSEC. Si jamais je veux faire varier mon facteur K, si je veux le faire augmenter, c'est beaucoup plus long que faire augmenter mon facteur L. Par exemple, j'ai pas assez de salles pour faire des cours, mais je veux faire rentrer plus d'étudiants pour avoir plus de bénéfices. Le temps que je fasse des nouveaux bâtiments, que je fasse des nouveaux PA, que je rénove des parties de mon école, ça va me prendre du temps, ça va être très long. Donc on parle de variation du facteur L sur un horizon de temps qui est plus long. En revanche, le facteur L, pas le facteur K, le facteur L, lui, il est beaucoup plus facile à faire varier. Mettons, je manque de professeurs. C'est beaucoup plus simple, j'ai simplement à embaucher des professeurs et à leur dire de venir éduquer les nouveaux étudiants que j'aurai en cours. On a aussi deux types de coûts un peu spéciaux. Donc on va avoir le coût explicite, le coût de production. C'est très simple, ça va être le coût des facteurs L et du facteur K, le coût des matières premières, tout le coût que nous, on peut voir. Mais on a aussi un coût qui s'appelle le coût d'opportunité, qui lui est implicite, qui est un peu plus technique à comprendre. Mettons, moi, je rentre dans le marché des aspirateurs. Je vais faire des aspirateurs à balai, des aspirateurs classiques. Si jamais je fais, mettons, 100 de bénéfices, je suis content parce que j'ai fait du bénéfice, mon entreprise a progressé, c'était très bien. Sauf que le problème, c'est en créant mon entreprise, j'ai décidé de faire des aspirateurs classiques et pas des aspirateurs autonomes. Si j'avais décidé de faire des aspirateurs autonomes, peut-être que moi, j'aurais eu beaucoup plus de bénéfices à la fin. Voilà. Donc maintenant, si on se place dans le court terme, on peut voir la variation des facteurs de production en fonction du niveau de production. Donc, on va avoir un graphique à court terme avec L et là le niveau de production. Donc on va voir que globalement la courbe est comme ça. C'est-à-dire que, et logarithme, elle avance de moins en moins. Enfin, la pente de la courbe est de plus en plus faible. Pourquoi? C'est assez logique. À court terme, on ne peut pas faire varier le facteur K, on l'a vu tout à l'heure. Donc moi, je suis boulanger. J'ai envie de faire varier ma productivité et de faire en sorte que mon niveau de production augmente. Donc je vais rajouter du facteur L. Je vais rajouter des employés. Sauf que je vais rajouter un employé, je vais rajouter deux employés.
je vais rajouter 3 employés. Au bout de 10 employés, on va se marcher dessus dans la boulangerie et on sera plus aussi productif que le premier employé qu'on aura rajouté. La productivité que je gagne avec un employé est beaucoup plus grande que la productivité que je vais gagner avec le deuxième, plus encore que le troisième, plus encore que le quatrième, etc., etc., etc. Donc maintenant, on va voir 4 notions clés. Donc la première, c'est la production totale, notée Q. Q, c'est la quantité, c'est tout ce qu'on produit. Q, elle est fonction de K bar et L. Ensuite, on va avoir la productivité moyenne du facteur L. Donc la productivité moyenne, écrit P grand M, va être égale à la quantité que l'on produit sur le facteur L. Ensuite, on va avoir la productivité marginale. La productivité marginale, c'est quoi? C'est combien de productivité je vais avoir en rajoutant une unité de L. Donc ça va être la variation de Q sur la variation de L. Et ensuite, dernière notion importante, on va avoir forcément le revenu marginal, donc c'est-à-dire combien pour la variation de un facteur de L, je vais avoir de revenus en plus. Donc R petit m, on va avoir le prix multiplié par la variation de Q sur la variation de L. Maintenant, je vais vous parler du graphique de la productivité moyenne et de la productivité marginale. Alors, si la productivité marginale, PM, est au-dessus de la productivité moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rajouter un facteur L de travail supplémentaire contribue à augmenter la productivité. C'est tout bête parce que là, on rajoute des facteurs de production, et puis au moment où la courbe de productivité marginale coupe la courbe de productivité moyenne, elle la coupe en son maximum, donc après, la productivité moyenne diminue. Ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que là, si je suis dans une boulangerie, je rajoute des boulangers, je rajoute des boulangers, je rajoute des boulangers, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où la productivité marginale coupe la productivité moyenne en son maximum, un rajout de boulanger de plus, ça va juste faire en sorte, ça va juste faire qu'on va se marcher dessus, et ça va être contre-productif. Donc maintenant, on va voir les fonctions de coût. Donc on a une première fonction de coût qui est la fonction de coût fixe. Donc comme son nom l'indique, les coûts fixes sont fixes, c'est-à-dire que c'est des coûts qui ne varient pas dans le temps. Ça peut être par exemple, mettons, le loyer, l'électricité que je vais payer. Donc c'est une fonction qui est toute droite. Ensuite, on va avoir un deuxième type de coûts qui vont être les coûts variables qui, eux, vont varier en fonction de la production qu'on a et des facteurs de production qu'on a de notre firme. Donc, la fonction de coût variable, qui est représentée comme ça, c'est V. Et du coup, grâce à cette fonction de coût variable et à cette fonction de coût fixe, on peut en déduire la fonction des coûts totaux, qui va être représentée par cette distance, représentée coût fixe, plus les coûts variables, donc du coup, coûts totaux. Donc maintenant, on va parler de la fonction aussi de coût, des différentes fonctions de coût, mais dans leur ensemble. On va avoir déjà la première fonction de coût qui est la fonction de coût fixe moyen. Donc, vous imaginez bien que moi, si je paye un loyer qui coûte 800 € par mois, plus je vais faire de bénéfices, plus je vais amortir ce loyer à 800 €. Ensuite, on va avoir la fonction des coûts variables moyennes. Donc, comme on l'a vu, elle est d'abord décroissante, puis recroissante. C'est encore cette histoire de plus je mets de boulanger dans ma boulangerie, au bout d'un moment, ça devient devenir improductif, donc ça me coûte très très cher. Ensuite, la fonction des coûts marginaux. Donc, ce qui est très important qu'il faut retenir, qui tombe à chaque examen chaque année, c'est que la fonction des coûts marginaux coupe la fonction des coûts moyens en son minimum. Et d'ailleurs, au passage, ce moment-là, où la fonction de coût marginal coupe la fonction de coût moyen, c'est aussi le moment où c'est le plus productif de produire, parce qu'on est au minimum
des coûts moyens. Donc maintenant, on va parler des rendements d'échelle. Donc les rendements d'échelle, ils peuvent être croissants, décroissants ou constants.